Chers amis, bonjour. Cette vidéo est la 100e que nous proposons sur notre chaîne du récit historique. Active depuis janvier 2019, elle compte à ce jour de juillet 2020 près de 350 000 vues et notre vidéo la plus regardée, Verlaine au crépuscule, atteint les 13 000 vues. Pour cette 100e vidéo, puisque l'on parle beaucoup de la Chine aujourd'hui, en bien ou en mal, je voudrais vous lire un article que j'ai rédigé en 1991 intitulé « La science-fiction en Chine populaire ». Je m'intéressais alors à la science-fiction tout particulièrement, et j'écrivais des nouvelles sur ce thème, ainsi que des articles dans des revues spécialisées de l'époque. Cet article connut un certain retentissement, puisqu'il fut même publié sous le manteau en Chine. Nous étions alors 2 ans après les événements tragiques de la place Tiananmen. Au commencement, le monde était un œuf. Quand celui-ci vint à éclore, le sommet de la coquille devint le ciel, sa base, la terre, et du milieu surgit un homme, Pangu, qui ne vécut pas moins de 18 000 ans. Pendant tout ce temps, Pangu ne resta pas inactif. Il façonna la terre, tel un potier transforme l'argile en jarre, et après bien des difficultés, parvint à modeler les vallées et les montagnes, et à donner une forme à la terre. Et lorsque vint l'instant de sa mort, sa chair forma le sol, son sang devint les océans et la rivière, ses yeux, le soleil et la lune, son souffle, le vent, et sa voix, le tonnerre. Les parasites qui grouillaient sur son corps devinrent les ancêtres de la race humaine. Cette aventure fantastique est racontée depuis des générations et encore de nos jours aux petits Chinois. Toute la mythologie chinoise avec laquelle se confond l'histoire antique de la Chine est riche en personnages fantastiques. Et les dragons, les licornes, les fusées et les cerfs-volants rivalisent pour créer un bestiaire imaginaire. On y trouve des voyages fantastiques, des races non humaines, des inventions merveilleuses. Pourtant, rien qui ne ressemble de près ou de loin à la littérature d'imagination scientifique occidentale. La Chine n'a pas inventé la science-fiction. Celle-ci a donc été importée d'Occident, mais a trouvé dans le peuple chinois une réceptivité particulière. Bien que sa pénétration dans ce pays traditionnellement refermé sur lui-même, derrière sa gigantesque grande muraille, n'a pas été très facile. Ce n'est qu'au début de ce siècle que la littérature de science-fiction occidentale a commencé à faire son apparition dans l'Empire du Milieu.
Le premier roman de science-fiction occidentale, qui fut traduit en chinois, fut le classique Tour du monde en 80 jours. C'était en 1900. Il précédait De la Terre à la Lune et le voyage au centre de la Terre de quelques années. Jules Verne fut très bien accueilli en Chine, où il s'implanta durablement sans connaître la moindre concurrence. En 1929, il eut droit à des numéros spéciaux de revues littéraires, avec bibliographie et biographie illustrées. Pendant des années, il demeura le seul auteur d'anticipation occidentale connu et lu en Chine. Il conserva ce privilège au moins jusqu'en 1950, date à laquelle Wells pénétrait à son tour en Chine avec L'homme invisible, tiré d'abord à 40 000 exemplaires en 1950 et republié en 1980 avec un tirage augmenté. Néanmoins, l'écrivain britannique restera toujours très en deçà de Jules Verne, qui en tout fut tiré à plus de 5 millions d'exemplaires, sans compter les nouvelles éditions apparues depuis 1979. Entre 1949 et 1966, la Chine traduisit également quelques auteurs soviétiques, comme Efremov et Alexis Tolstoï. Avec la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et les USA en 1970, c'est la découverte de l'Amérique pour le peuple chinois et en particulier la découverte du cinéma américain. Or, celui-ci a d'abord pour thème privilégié la science-fiction et la guerre des étoiles est un véritable phénomène de société. Si les Chinois qui ont vu ce film constituent une infime minorité dans le pays, en revanche, le scénario et les photos publiées en plusieurs épisodes dans la très officielle revue du cinéma obtiennent un certain retentissement. Par ailleurs, on projette et diffuse à la télévision Monde futur, ainsi qu'un film tourné à Hong Kong intitulé L'Immortel. De même, la littérature américaine de science-fiction s'implante en Chine à partir des années 70. Le premier ouvrage traduit est un roman à caractère didactique d'un certain Américain de science-fiction, un écrivain américain de science-fiction, George Gamow, Voyage au pays de la physique, qui est tiré à 1,5 million d'exemplaires. En 1980, c'est à plus de 400 000 exemplaires qu'est tirée une anthologie internationale de la science-fiction comprenant des textes d'Asimov, de Bradbury ou Neville. Dans le même temps, un assistant de l'université de Pittsburgh, conseiller culturel à Shanghai, donne des conférences sur la science-fiction et remporte un réel succès. Il est indéniable que la Chine ressent un besoin qui n'est pas pleinement assouvi dans le domaine de la science-fiction. Car la production autochtone demeure bien pauvre et a du mal à s'exprimer, alors que la production étrangère ne pénètre pas toujours aisément dans le pays.
Il faut attendre 1940, qui est considérée à juste titre comme la date de naissance officielle de la science-fiction chinoise, pour voir écrit et publié en Chine un ouvrage de science-fiction à part entière. Cet ouvrage se présente sous la forme d'un recueil de 3 nouvelles, incontestablement influencées par Wells, et dont la première, la plus réussie, s'intitule Rêve de paix. Il s'agit de l'histoire d'un chercheur japonais entré clandestinement aux États-Unis avec une invention étonnante, un appareil capable d'influencer la décision d'autrui. Il a pour mission de convaincre les Américains de ne pas agresser le Japon. Démasqué, il se voit contraint à utiliser sa machine dans un but contraire à celui initialement prévu. Les Américains envahissent le Japon et le détruisent. Superbe prémonition. La seconde nouvelle a pour sujet la guerre biologique et la troisième évoque une période prodigieuse, une prodigieuse odyssée sous le pôle Nord. Ce recueil, qui fait montre de beaucoup d'inventions, reste une exception, puisqu'il faudra attendre 1956, durant la période dite des 100 fleurs, pour que l'on publie à nouveau de la science-fiction en Chine. Et encore s'agit-il de science-fiction pour adolescents, comme cette histoire, par ailleurs fort bien décrite, qui raconte les mésaventures d'un jeune garçon perdu dans un glacier et dont le corps se conserve. Des années plus tard, des savants le retrouvent et parviennent à le ranimer. Du coup, notre héros se retrouve plus jeune que son frère cadet. Le grand frère perdu avait pour but essentiel de valoriser auprès de la jeunesse les aspects les plus positifs de la science, et on peut dire que cette démarche était en tout point similaire à celle de Jules Verne le siècle précédent. On remarquera que les périodes où la science-fiction est tolérée en Chine, voire même encouragée, coïncident toujours avec les périodes de relative libéralisation. 1956, 1962, 1976. Comme si, en définitive, l'imagination ne retrouvait toutes ses prérogatives qu'après de grandes tensions et une surdose de dogmatisme. Ainsi, l'année 1962, autre année libérale, voit l'éclosion d'un nombre important de romans de science-fiction. Les deux plus populaires étant alors Le brouillard dans la vallée perdue de Tron N. Tien et surtout L'aventure du chien Puck. Celui-ci, sur le point de mourir à la suite d'un accident, est sauvé par des savants qui lui greffent un autre corps. Très vite, le chien Puck apparut comme le héros préféré des enfants, et sa résurrection devint, pour les adultes, le symbole de la renaissance d'un certain libéralisme qui commençait à mûrir dans le cœur du peuple chinois. Durant la période de la révolution culturelle, entre 1966 et 1976 environ, un seul roman de science-fiction fut publié en Chine. L'étrange gâteau de Ye Yong Li. En fait, de science-fiction,
On devrait plutôt parler de gastronomie-fiction. Néanmoins, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il s'agit d'un roman très sérieux, puisqu'il est question de la fabrication d'aliments synthétiques en utilisant les dérivés du pétrole, afin de résoudre les graves problèmes de pénurie alimentaire à l'échelle planétaire. Le succès de cet ouvrage fut considérable, d'autant plus qu'il s'inscrivait parfaitement dans la philosophie du pouvoir. La Chine bouge. Elle évoluera très vite, à partir notamment de 1975, comme le constate Alain Perfit dans son livre reportage sur la Chine de Mao. Entre 1975 et 1980, on peut dire que la science-fiction chinoise s'éveille. On ne compte pas moins de 150 récits allant de la nouvelle au roman durant cette période faste. Et cet effort n'est pas seulement quantitatif, il est aussi qualitatif. La science-fiction chinoise occupe désormais une place qui lui est propre et qui n'est pas négligeable au niveau international. On assiste même à la publication d'une anthologie intitulée Mythologie scientifique, qui tente à devenir annuelle et compte une vingtaine de nouvelles et le résumé d'une cinquantaine d'autres. Parmi les ouvrages qui marquèrent le plus cette période, nous pouvons citer Vol vers Alpha du Centaure de Tan Yongquang, que l'on peut résumer ainsi. Une fusée chinoise en route vers Mars est attaquée par des pirates. Elle se voit dans l'obligation de se diriger vers Alpha du Centaure, qu'elle atteint après bien des péripéties. Les 3 jeunes astronautes parviennent finalement à rejoindre l'Empire du Milieu grâce à une prodigieuse invention. Ce roman superbe est à la fois un roman de science-fiction à part entière et un merveilleux roman d'aventure. Autre ouvrage qui connut un succès considérable. Un gamin très informé de Ye Young Lee, qui fut publié en 1978 et tiré à 150 000 exemplaires. Cette histoire d'un jeune journaliste qui effectue un reportage dans le futur et en rapporte la description d'inventions tout à fait merveilleuses, a reçu une bonne critique et réalisa une osmose particulièrement réussie entre les traditions nationales et l'héritage de Jules Verne, qui reste malgré tout le modèle de référence de la science-fiction chinoise. Enfin, et surtout, l'ouvrage qui marqua le plus la science-fiction chinoise dans les années 70 fut, sans conteste, Le rayon de la mort de Tron Un Tren, assistant en histoire dans le Sichuan. Cet excellent roman a par ailleurs la particularité d'avoir donné lieu au premier et unique film de science-fiction réalisé en Chine populaire. Séquestré par des étrangers, un spécialiste chinois des rayons laser est victime de son ingéniosité. Avec habileté, ses ravisseurs veulent le persuader d'utiliser son invention à des fins guerrières. Détrompé, il se révolte et résiste. En définitive, il parvient à confier les plans de son arme à un jeune Chinois, lequel réussit à la rapatrier.
ce livre, qui glorifiait également les vertus patriotiques chinoises, fut fort bien accueilli en Chine, et fut en revanche critiqué violemment et maintes fois vilipendé par la presse soviétique, laquelle y vit un ouvrage nationaliste chauvin et anti-soviétique. Il est indéniable que si l'on replace ce roman dans le contexte politique de l'époque, l'URSS est constamment sur la sellette et se trouve à l'origine de toutes les ignominies du monde. On remarquera aussi la parenté tout à fait évidente entre le rayon de la mort et rêve de paix. La différence essentielle étant que les messages étrangers ne sont plus les mêmes. Il n'est pas toujours facile de se faire une opinion objective sur des résumés, et de nombreuses œuvres de la science-fiction chinoise des années 70 ne nous sont connues qu'à travers quelques lignes pas toujours très significatives. Néanmoins, on peut dire, sans doute, que ce qui est recherché au travers de la science-fiction en Chine relève avant tout de la vulgarisation. On s'efforça surtout de sensibiliser le peuple aux possibilités de la science, ce qui fut également le cheminement de Jules Verne pour les Français au siècle dernier. La science-fiction occidentale a évolué depuis. Elle privilégie de nos jours la fantaisie et la critique sociopolitique. Mais cet aspect est encore peu prisé en Chine. Il est surtout mal considéré par le pouvoir. C'est l'une des raisons pour laquelle Jules Verne est préféré à Wells. La voix chinoise est la voix de l'honneur, de l'homme. Aussi longtemps que l'humanité existera, la voix chinoise se perpétuera. Des lignes de Wan Tao, datées de 1870, est toujours d'actualité. La science-fiction chinoise suivra la voie chinoise, ou ne se sera pas. Certes, ce carcan n'est guère de bonne aloi pour un genre qui se veut essentiellement libre dans son expression et dégagé de toute contrainte. On peut dire en revanche que la science-fiction chinoise reste et restera dans cette optique tout à fait originale et spécifique. La liberté, qui est une notion qui fait partie intégrante de la définition même de la science-fiction, tout comme l'imagination, reste dénuée de signification pour la majorité des Chinois. Pour le cinéaste chinois Dai Sijie, qui a sorti en France son premier long métrage, Chine, ma douleur, qui évoque certains épisodes de la révolution culturelle. La liberté, même pour nombre d'intellectuels chinois, est considérée, malgré les événements de juin 89, comme une notion occidentale, qui ne pourra jamais s'implanter réellement en Chine, que ce soit dans le domaine des libertés individuelles que dans la littérature, l'art, la presse, etc. Si nous parlons de liberté aux campagnards, à l'homme de la rue, ils n'y comprendront rien. La liberté n'a de sens que pour ceux qui ont étudié à l'étranger,
qui entendent continuellement ce mot ou le voient dans des livres. Mais eux non plus ne savent pas ce que c'est au fond la liberté. Sun Yat-sen, 1924. Pourtant, les choses sont en train de changer à vitesse grand V en Chine, surtout depuis le printemps 1989. Mai 1989. Place Tiananmen à Pékin. Les étudiants chinois sont à l'origine d'un mouvement populaire pacifique d'une ampleur sans précédent. Le souffle de la démocratie et de la liberté s'abat en rafale sur Pékin. On assiste dans tous les domaines à une explosion de liberté. En littérature, ce mouvement s'est amorcé depuis plusieurs mois et la littérature science-fiction est également touchée par le phénomène. De nombreux petits ouvrages de science-fiction totalement libérés des entraves du pouvoir circulent en Chine et rencontrent un grand succès populaire. À la science-fiction, qui n'a d'autre but que de vulgariser la science et de promouvoir l'esprit scientifique chez les jeunes, en y ajoutant toujours une connotation patriotique, se substitue une science-fiction plus fantaisiste, qui ne se contente plus de faire œuvre utile, qui souvent dénonce les tares de la société, est plus contestataire et polémiste. Enfin, revêt souvent un aspect hérétique en regard de l'orthodoxie scientifique. Le 4 juin 1989, le printemps chinois bascule dans la terreur. C'est le grand bond en arrière. Si la science-fiction a toujours été prise au sérieux en Chine, elle a constamment suscité la méfiance du pouvoir, qu'il a d'ailleurs toujours canalisé et encadré idéologiquement. Son récent dérapage dans la fantastique explosion démographique de mai 89, l'explosion démocratique, risque de la condamner pour longtemps, ou tout au moins de la lobotomiser. Néanmoins, la science-fiction chinoise existe et elle survivra aux aléas de la politique. Et il est incontestable, chacun en est parfaitement conscient, qu'elle est bien enracinée sur la voie chinoise, chère à Wang Tao. Et la voie chinoise demeurera. Claude Camus, mai 1991. Je vous remercie et j'espère vous retrouver prochainement. À très bientôt.